ouvrir cette session d'après-midi et on va démarrer cette première table ronde sur l'eau génératrice de forme. J'ai laissé 3 petits points. La suite, c'est vers l'art. Ça, je laisserai ça aux artistes. Et moi, je vais développer ce côté eau génératrice de forme. Et puisque j'ai le micro, je voudrais remercier et l'université Bordeaux-Montaigne et le MICA de m'avoir permis d'être présent ici parmi vous. Mon laboratoire est le laboratoire EPOC, qui est un laboratoire d'océanographie dans lequel il y a des biologistes, des chimistes et des géologues dont je fais partie. Alors, l'eau, c'est un milieu protecteur, c'est un milieu nourricier et c'est aussi une contrainte. C'est une contrainte parce qu'il y a de la lumière, mais qu'en surface. Au-delà de 200 mètres de profondeur, il fait nuit et quasiment même nuit noire. Il y a des vagues, il y a du courant, donc il y a de l'énergie pour les organismes, ça veut dire résister par rapport à cette énergie. Et il y a une pression hydrostatique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de respirer avec un tuyau dans une piscine. 50 cm, 1 mètre, déjà on ne peut plus respirer. La pression de l'eau sur les poumons, sur la cage thoracique, fait qu'on ne peut plus respirer. Alors en général, si vous appelez James Bond ou autre, là il n'y a pas de limite, vous pouvez respirer. Mais pour nous, très vite, on ne peut plus respirer. Et cette pression de l'eau, elle est importante. Et les plongeurs le savent très bien. Et puis, il y a des forces de frottement qui vont notamment gêner les déplacements. Et on va voir que si on veut nager vite, il faut avoir une forme particulière. Et l'eau, c'est également un milieu en 3 dimensions. Ça, par rapport à notre quotidien, nous, on se déplace sur un plan. Éventuellement, on fait un peu de montagne. Mais en 3 dimensions, ça, c'est propre à l'eau. Et les organismes vont être adaptés à ces mouvements, ces déplacements dans un monde en 3 dimensions. Et je vous ai mis, vous voyez, la limite des 200 mètres. Et tout le reste de l'océan, il fait nuit. C'est-à-dire, il fait nuit même le jour. Et l'eau, quand l'eau se retire, pour certains, ce n'est pas la fête. C'est le cas ici de certaines algues, c'est le cas ici de cette méduse, alors que quand l'eau est là, c'est des formes absolument magnifiques, comme ici cette laminaire, qui n'est pas toute seule, on a une prairie, une forêt de laminaires, et les méduses peuvent être absolument superbes, rien à voir avec la forme qu'elles ont quand elles sont échouées sur le sable. Cette eau, manifestement, la vie, elle se sent bien dedans. Ça a été évoqué déjà ce matin. Or, cette eau, sur Terre, elle existe depuis 4,4 milliards d'années. Pour rappel, la Terre, elle a 4,6 milliards d'années. Donc l'eau, elle est arrivée très vite sur Terre. La vie, elle, est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Les premiers organismes pluricellulaires sont apparus vers 1,3 milliard d'années. Et les organismes, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, sont sortis de l'eau il y a seulement 425 millions d'années. C'est-à-dire que la vie se sentait très bien dans l'eau, puisqu'elle y est restée aussi longtemps, et l'idée de sortir de l'eau lui est venue très tardivement. Alors, sur ces millions, ces milliards d'années, ça vous dit peut-être pas grand-chose. On va faire quelque chose, c'est qu'on va ramener l'histoire de la Terre à 1 an. L'eau, donc 1er janvier, formation de la Terre. 31 décembre, c'est aujourd'hui, maintenant. 14 janvier, l'eau apparaît sur Terre, donc très vite. La vie, fin février. Les premiers organismes pluricellulaires, mi-septembre. Et les premiers organismes à sortir de l'eau, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, seulement fin novembre. Donc, elle a mis très très longtemps, la vie, à sortir de l'eau. Bon, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vie dans l'eau. Alors, on a vu qu'il y avait des contraintes. S'il y a des contraintes, la vie, elle va chercher des solutions.
Alors, adopter des solutions, là, il n'y a aucun déterminisme. C'est les processus de l'évolution qui font que la vie va s'adapter par rapport à ces contraintes, notamment. Plusieurs modes de vie ont été adoptés par les organismes marins. Des modes de vie planctoniques, c'est-à-dire que là, les organismes ne cherchent même pas à se déplacer par eux-mêmes. Certains le peuvent, mais il suffit de se laisser porter par les courants. C'est ça le mode de vie planctonique. Certains ont décidé de nager. C'est les poissons, les calmars, les tortues. Et puis d'autres restent au fond, restent inféodés au fond. Néanmoins, parmi les organismes qui vivent au fond, certains ont des larves qui vont avoir un mode de vie planctonique qui ensuite vont redonner des organismes qui vivent au fond, des organismes benthiques. Donc déjà, la vie elle a plusieurs solutions. Et chez le plancton, eh bien, on voit une diversité de formes qui est absolument colossale. Donc là, vous avez une grande diversité de plancton. Notre ami biologiste qui était là ce matin aurait pu nous dire à quoi correspondent ces diverses formes. Ça, je peux vous aider si vous avez des questions sur cette diapo. Mais l'idée, là, c'est de montrer une très très grande diversité de formes pour des organismes qui, on voit, ont des pattes, sont capables de mouvements, mais de tout petits mouvements par rapport au courant qui les transporte. Et donc là, c'est des organismes planctoniques. Donc, ils vont adapter, ces organismes planctoniques vont adapter des solutions, des morphologies, des formes, pour s'adapter à ce mode de vie planctonique. Certains ont choisi d'être un peu ventripotents, ça permet de rester entre deux eaux. D'autres ont décidé d'être poilus, ça permet aussi de flotter, de rester entre deux eaux. Et, je vous avais dit que je vous montrerai des radiolaires, d'autres ont choisi au contraire d'alléger les structures pour pour flotter et rester entre deux eaux. Donc là, vous avez des radiolaires, qui sont des unicellulaires, des organismes unicellulaires dont la paroi est en silice, c'est-à-dire un matériau qu'on peut assimiler à du verre. Et ici, vous avez un kyste de dinoflagellé, pareil. Alors lui, il a choisi d'être et ventripotent et d'alléger la structure. Et c'est un fossile qui est en matière organique. Il est fait en plastique, si vous voulez. Un plastique naturel, complètement naturel. C'est un polymère. Alors d'autres veulent savoir s'ils nagent comme ils nagent. Ils sont en 3 dimensions, s'ils vont vers le bas, vers le haut. Pour nous, ça nous paraît trivial, mais quand on est un poisson, qu'on vit dans l'eau, qu'on se déplace, parfois il fait nuit, même le jour, c'est difficile de savoir où est le haut, où est le bas. Et les poissons ont adopté sécrètent des petites concrétions calcaires que l'on appelle les otolithes, qui sont placées dans l'oreille interne, au niveau du crâne. Et ça fait le bonheur des paléontologues, parce que chaque espèce de poisson a une forme d'otolithe qui est différente. Une forme d'otolithe différente, et donc le paléontologue, une fois qu'il a appris à reconnaître ces formes, mais quand il voit un type d'otolithe, il sait quel poisson vivait là. On peut même aller pousser la démarche plus loin, puisque les poissons sont des organismes à croissance continue. Plus un poisson est vieux, plus il est gros. Et les otolithes aussi augmentent de taille avec l'âge de l'animal, faisant des cernes exactement comme un arbre. Et si on fait une coupe dans une otolithe, on peut savoir quel est l'âge du poisson. On peut faire le lien entre la taille de l'otolithe, la taille du poisson. Et c'est comme ça qu'on peut savoir, par exemple, ce matin, ce qui nous a été montré, c'est que la surpêche génère des formes plus petites de poissons. Regardons dans le monde ancien, il y a 5, 10, 20 millions d'années, quelle était la taille des poissons. Avec les otolithes, on peut le savoir, et elle n'était pas si grande, pas beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et là, il n'y avait pas de surpêche. Par contre, peut-être qu'il y avait des prédateurs qui étaient présents à l'époque, qui sont plus présents aujourd'hui. Donc ces formes-là permettent d'accéder à un grand nombre d'informations. Et par rapport à ces contraintes, il y a des organismes qui eux, ont choisi les mêmes solutions.
c'est ce qu'on appelle la convergence morphologique, mais ça va être le cas de ces reptiles. Ici, ce sont des reptiles marins. Ça n'existe absolument plus, hein, les reptiles marins. Vous voyez cette forme très hydrodynamique. Ce sont des prédateurs. Ils ont des dents très similaires à celles des dauphins, nageoire dorsale, nageoire caudale. Ça ressemble beaucoup à des dauphins, mais les dauphins sont des mammifères. Ça ressemble beaucoup à un requin, mais les requins sont des poissons cartilagineux. Ça ressemble aussi beaucoup à des thons. Les thons sont des prédateurs, ce sont d'excellents nageurs, de même que le pingouin ici est un excellent nageur. D'excellents nageurs, on a ici affaire à 5 prédateurs, ils ont la même morphologie. On parle là de convergence morphologique, la forme, la contrainte à modeler la forme. Et ça, c'est le résultat de l'évolution. Et si on regarde sur un arbre phylogénétique, ben on voit que le poisson cartilagineux est très très loin de tous les autres, de même que l'oiseau est très loin du poisson osseux ou même du mammifère. Et ce que l'on vient d'évoquer renvoie à quelque chose vers lequel va l'industrie, ou la convergence entre l'industrie et le monde scientifique, essayer d'aller trouver dans la nature des solutions. Alors il y en a quelques-unes qui ont été évoquées ce matin, quand ont été évoqués les radiolaires qui fabriquent du verre, mais qui le fabriquent à froid. Ça, on aimerait bien savoir faire du verre à froid. Là, il y a un enjeu scientifique qui est énorme et industriel. Un autre exemple, ça, ce sont des écailles de requins, sur la peau des requins. D'une espèce à l'autre de requins, on a des formes d'écailles différentes. Là aussi, le paléontologue, quand il sait faire le lien entre les écailles, la forme des écailles et le requin, il sait quel requin vivait à telle ou telle époque et tel ou tel endroit. Et les industriels, eux, ils savent que les requins sont d'excellents nageurs et que si sont le résultat de plusieurs dizaines de millions d'années d'évolution. S'ils ont des formes d'écailles de ce type, il y a peut-être une raison hydrodynamique. Et c'est une voie de recherche de travailler sur l'hydrodynamisme des écailles de requin. C'est les résultats qui sont ici. Donc voilà la taille d'une écaille de requin. Ici, ce sont des écailles qui ont été modélisées, que l'industrie a réussi à faire sur des tapis, et il y a des essais d'hydrodynamisme qui sont réalisés pour voir quelles sont les formes optimales par rapport à la résistance hydrodynamique, et alors peut-être pas pour des combinaisons de plongeurs, mais peut-être pour des revêtements de bateaux ou pour des piles de pont, pour diverses choses. Voilà, des applications apparaissent nombreuses par rapport à ça. Un autre exemple d'adaptation morphofonctionnelle, c'est-à-dire des formes. La forme est adaptée à la contrainte. Et ce sont des ammonites, donc ce sont des mollusques céphalopodes. Dans leur famille, il y a les pieuvres, les poulpes, les seiches. Les ammonites ont disparu à la grande crise biologique de la fin du Crétacé. Et si je vous pose la question, je pense que intuitivement vous saurez y répondre. De ces deux ammonites, à votre avis, laquelle nage le mieux, laquelle est le plus profilée d'un point de vue hydrodynamique? Je pense que la réponse arrive très facilement. Et voilà, ici, typiquement, un prédateur qui devait appuyer sa chasse sur la vitesse. Ici, un prédateur qui devait avoir des stratégies de chasse certainement différentes. Ces ammonites nous renvoient vers la forme de spirale qu'on trouve énormément dans le monde marin. La spirale se trouve au niveau des coquillages, des mollusques, des gastéropodes, des céphalopodes, énormément d'organismes. Et ici, vous avez des modèles mathématiques de spirale en faisant varier quelques variables mathématiques. Et en fait, toutes ces formes, on les retrouve dans la nature. Elles y sont absolument toutes. En regardant dans l'actuel et dans le fossile, on retrouve absolument toutes les possibilités mathématiques, on les retrouve dans le vivant actuel ou la paléobiosphère.
Donc ici, une ammonite avec sa spirale dans un plan et la viande là, qui a été remise, l'animal a été reconstitué. Alors la spirale, on ne va pas la trouver que chez les mollusques. Ici, ce sont des organismes unicellulaires, les foraminifères benthiques. Eux, ils vivent au fond. Il s'agit de spirales très ornementées dans les deux cas. Ici, on retrouve une spirale avec des formes plus globuleuses. Là, c'est un foraminifère, mais avec un mode de vie planctonique. Donc c'est une forme à la fois avec la spirale et à la fois pour avoir une portance plus importante, pour être un organisme qui va réussir à flotter entre deux eaux. Ça, ce sont des formes de spirales classiques chez les ammonites. Les ammonites, ce sont des céphalopodes qui ont vécu au sens strict depuis le Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé, c'est-à-dire depuis grosso modo 200 millions d'années jusqu'à 65-66 millions d'années, qui sont complètement éteints aujourd'hui, on va en reparler. Donc ça, c'est les formes classiques d'ammonites. Voilà une forme qui devrait être inspirante, une très belle forme, c'est une spirale. Par contre, les tours sont disjoints et c'est un prédateur. L'ammonite est un prédateur, ça mangeait des petits crustacés, ça mangeait diverses choses, de petites sardines, des petits trucs comme ça. C'est un prédateur, mais manifestement, quand on voit les barbelures qu'elle s'est mis sur le dos, elle devait elle aussi avoir des prédateurs. Et ces prédateurs, ce sont les ichthyosaures qu'on a vus tout à l'heure, ces reptiles qui ressemblent à des dauphins. C'était les prédateurs des ammonites. Donc celle-là, elle envoie un signal, tu vas te faire mal si tu veux me manger. Donc elle aussi a des contraintes qui ne sont pas que liées à l'eau, mais aussi à ses prédateurs. Et là, on a une spirale avec des tours disjoints. Ces ammonites avec des tours disjoints, on les retrouve au Crétacé, c'est-à-dire la deuxième moitié de vie de ces fossiles. Et là, ce sont des ammonites, encore, du Crétacé, et là, on se dit, là, la spirale, ok, on la voit très bien ici, puis là, bon, c'est une espèce de croisement entre un violoncelle et un saxophone. Celle-ci, on a une forme de spirale, mais très étirée. On n'est plus du tout dans la forme spirale dans un plan. Et ce mode d'enroulement, cette forme chez les ammonites, ça devient un peu du n'importe quoi. Là, on est toujours... Tout ça, c'est des ammonites, y compris ça, le Nipponites. Donc la spirale, là, on la perd. Là, la spirale, elle est dans une forme conique, et puis après, de nouveau, un plan. Là, c'est une spirale, mais allongée. Et alors là, la spirale, je vous mets au défi de la retrouver. Et là, on se dit, les ammonites se sont mises à faire n'importe quoi. Et ces ammonites-là, c'est les derniers représentants de la lignée des ammonites. Et on se dit, quand ça barjote comme ça, c'est pas étonnant qu'on aille vers une lignée éteinte. Et effectivement, c'est ce qui se passe. À la fin du Crétacé, on voit déjà que le nombre d'espèces d'ammonites diminue, et c'est l'extinction à 65 millions d'années, avec les dinosaures non aviens, c'est-à-dire les dinosaures qui ne sont pas des oiseaux, avec les ichthyosaures, avec beaucoup d'autres organismes qui ont fait les frais de cette crise à la fin du Crétacé. Et ça a donc été le cas des ammonites qui existaient, alors, au sens large, depuis plus de 360 millions d'années. Elles ont duré très longtemps. Elles ont fait face à une première crise biologique, une deuxième crise biologique, là, la troisième les a un peu marquées, et la quatrième, là, elles se sont complètement éteintes. C'est quand même un groupe qui a résisté à plusieurs grandes crises biologiques. Et justement, les crises biologiques, les paléontologues, on sait très très bien les décrire. Il y en a un grand nombre dans le registre de l'histoire de la Terre. Le registre fossile documente très très bien ça. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et on peut faire un modèle de crise. Une crise biologique, il y a des espèces qui disparaissent, ce sont les exterminés. Il y a des espèces qui
Pendant la période sombre où les choses vont mal, elle se porte très bien. Elle profite de ce contexte très perturbé. Ce sont les profiteurs. Et puis vous avez les survivants. Alors les survivants, vous avez ceux qui rentrent un petit peu la tête dans la coquille, mais qui arrivent à passer la crise. Il y a ceux qui ne connaissent pas la crise, comme ici en mauve. Et il y a ceux qui sont complètement absents pendant la crise, mais qu'on retrouve après. On appelle les espèces Lazare. Ça veut dire qu'elles ont comme... Là, on part du principe qu'il n'y a pas de génération spontanée, hein, on est d'accord. Et ça veut dire qu'il y avait quand même des zones refuges où les espèces pouvaient survivre et en espérant des temps meilleurs. Et puis, bien sûr, il y a les espèces nouvelles qui apparaissent après la crise. Et ce schéma, c'est le schéma constant qu'on retrouve pour toutes les crises biologiques. Et là, en illustration, des foraminifères benthiques et planctoniques. Vous avez ici le temps se lie du bas vers le haut. Ce sont les dépôts sédimentaires dans lesquels on a vu ces fossiles et on les a comptés. Les paléontologues les ont comptés. Donc les petits traits, là, c'est le contingent de chaque espèce. Donc on voit ici que cette espèce, avant la crise, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, pendant un temps assez court, cette espèce est très présente et puis rediminue. L'espèce en bleu, ici, c'est l'inverse. Pendant la crise, elle est quasiment absente. Dès que les conditions contraignantes, stressantes s'arrêtent, elle revient. De nouveau, une espèce noire, c'est-à-dire fait partie des profiteurs. Et en vert, ici, cette espèce, elle n'a pas supporté la crise et elle a disparu. Ça, c'est le schéma vraiment classique de toutes les crises biologiques. Donc, quand on est paléontologue, la chance que l'on a, c'est de pouvoir voir ce qui se passe avant, pendant et après les crises biologiques. Donc, si la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, on va vers une crise biologique? C'est difficile à dire parce qu'on est sur le trait rouge, là. On est sur le trait rouge, donc difficile de dire qui va passer, qui ne va pas passer, quel sera le futur des différentes espèces. En tout cas, le schéma, lui, il est bien connu. Et je terminerai avec cet idéogramme chinois, où en Chine, le mot crise est marqué par deux idéogrammes. Un qui veut dire danger et risque, ça on comprend bien, et un second, chance et opportunité. Alors évidemment, ça ne s'adresse probablement pas aux mêmes espèces ni aux mêmes personnes. Mais une crise, c'est ça. C'est à la fois du danger pour certains, mais c'est aussi des opportunités. Si on transpose par rapport à ce qui se produit aujourd'hui, je pense que c'est assez difficile de ne pas imaginer qu'on amorce une crise biologique. Ça ne veut pas dire qu'elle va être de grande ampleur comme les 5 grandes crises biologiques qui ont déjà eu lieu. Il y en a eu plein d'autres, des crises biologiques de plus ou moins grande ampleur. Je n'ai aucune idée de l'ampleur de celle qui s'annonce et je n'ai aucune idée non plus de cette crise qui s'annonce si le genre Homo fera partie des survivants ou pas. En tout cas, la planète, en tant que paléontologue, moi, je ne suis pas inquiet pour la planète. Pour l'humanité, il y aura peut-être des choses à revoir. Mais pour la planète, je ne suis vraiment pas inquiet. Voilà, et je terminerai donc là-dessus.